Paragraphe 2. Le statut juridique de l'individu. Nous retiendrons les principales catégories suivantes. Les rois et chefs, les enfants, les femmes, les étrangers, les esclaves. Les rois et les chefs. En général, la royauté africaine et la chefferie sont considérées comme sacrées. Malgré ce fait majeur, ce droit considéré comme divin en vue de la régulation harmonieuse de la société ne met pas le chef ou le roi au-dessus de la loi. L'autorité est limitée ici par la Constitution et sa désignation n'est pas automatique. Très peu de cas nous montrent un chef tyrannique. Il existe en général un conseil ou collège de mandataires qui veille au respect des normes régissant le gouvernement et auquel il est bien entendu assujetti. Ce conseil est aussi habilité à désigner le chef selon des critères bien définis. Il est remarquable que, malgré le fait qu'il soit garant de l'ordre ontologique, terrestre et social, seules ses aptitudes intellectuelles, morales, physiques et organisationnelles inspirent son respect. Il peut être déposé en cas de défaillance, voire condamné au suicide. Georges Ballandier montre le rapport étroit qui existe aussi entre le pouvoir et certains phénomènes économiques. Certains privilèges économiques, droit éminent sur les terres, droit aux prestations de travail, droit sur les marchés, etc., et certaines contreparties économiques, obligations de générosité et d'assistance, sont associées à l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Les rois et les chefs sont en réalité contraints, malgré l'étendue de leurs droits, ils sont captifs d'un système qui ménage leurs actions en capitalisant leur sens du devoir et du sacré. Telles apparaissent, d'un point de vue général, les obligations et devoirs des rois et chefs. Insistons davantage sur la question du droit éminent sur les terres. Nous avons mentionné le fait que les droits de l'individu coexistent avec ceux du groupe. La pensée africaine fait alors du chef un simple administrateur des biens. Le sociologue Joseph Mbouy écrit : l'idéologie terrienne s'est forgée depuis au moins 2 siècles, car c'est depuis cette période que l'extension démographique structure les conceptions sur l'organisation générale de la société. Le chef devenant non pas, comme on l'a parfois abusivement avancé, l'unique propriétaire, mais bien au contraire le gestionnaire sacralisé de cet élément absolument indispensable à la survie d'une de collectivités fondamentalement agraires vivant dans des espaces qui leur sont mesurés depuis longtemps déjà par la nature. En d'autres termes, la propriété de la terre revient au groupe, mais c'est toujours l'individu qui jouit de sa possession. Le chef ou le roi régulant tout simplement sa juste répartition entre les familles ou groupes, c'est bien ce que le juriste Olawale Elias confirme. Le chef est partout considéré comme le symbole de la terre possédée par son groupe. Il joue à l'égard de celui-ci le rôle d'une sorte de dépositaire ou d'administrateur universel de la terre. Il répartit entre les chefs de famille les portions de terre que celles-ci redistribuent à leur tour entre les membres individuels du groupe familial. Mention doit donc être faite que la pensée africaine distingue sur le plan juridique propriété et possession. L'esclave. Nous sommes bien loin de l'idéologie dominatrice des possédants de l'Antiquité grecque. Si la terre y est sacrée, elle appartient en revanche aux seuls possédants ayant des ancêtres, un dieu ou un culte domestique. Le régime féodal, qui naîtra au Moyen Âge, fera aussi apparaître un seigneur installé sur une terre, établissant des rapports de dépendance avec les populations.
Celles-ci vivent dans l'insécurité la plus totale. Le cerf, attaché à la glèbe, peut être vendu et ses enfants partagés. Dans cette optique, l'esclavage antique coïncide avec la notion de servage. Même lorsque les habitants des bourgs vont s'organiser pour s'émanciper de la tutelle politique des seigneurs, la nouvelle bourgeoisie, enrichie par un commerce en plein essor, prendra sa revanche auprès des seigneurs endettés par les croisades. Elle deviendra l'élite politique et économique. À l'appropriation des terres par des bourgeois correspondra une aliénation des catégories inférieures. En Afrique, l'accent est mis sur l'usufruit, sur la mise en valeur des lopins de terre, y compris pour l'esclave. L'esclave, dit Diop, a son lopin de terre. L'individu qui vient d'arroser ce matin au village aura aussi le sien. Qui vient d'arriver ce matin au village aura aussi le sien. Un mouvement d'expropriation comme celui que connut l'Europe au XVIe siècle est impensable dans l'histoire de l'Afrique précoloniale. C'est peut-être l'étendue énorme des terres cultivables qui a mis l'Afrique à l'abri de ce problème social. L'Afrique n'a donc pas connu ce capitaliste campagnard qu'est le fermier, intermédiaire entre le véritable possesseur du sol et le salarié agricole exproprié. Toujours sur le plan juridique, la condition de l'esclave africain est différente de celle de l'esclave européen. Le vocable esclave apparaît pour ainsi dire inadéquat. Pour saisir la question de l'esclavage africain, il faudrait poser le problème juridique de son statut, nuancé par les captures dans les guerres ou par le gage des dettes. Si l'esclave peut avoir son lopin de terre, quelle est donc sa condition juridique? Nous mettons de côté la condition de l'esclave issu des guerres du djihad islamique, l'influence du modèle arabo-islamique ayant joué en sa défaveur. Nous avons vu que la question de l'esclavage s'est posée depuis l'Antiquité. L'esclave, on le sait, n'a aucune condition juridique acceptable en Europe, de la Grèce jusqu'à la période féodale. C'est un paria dans la société. Il n'a aucun droit. Il est important de noter que l'esclavage, en tant que système d'assujettissement, à la limite d'une animalisation de l'homme, a été introduit en Égypte antique par la force des choses. L'Égypte nègre est constamment attaquée par les peuples nordiques et on sait que Ramsès II portera pour des raisons de violence préventive les frontières de l'Égypte bien loin de ses frontières traditionnelles jusqu'en Mésopotamie. Les invasions de l'Égypte par les Hyksos, 2300 avant Jésus-Christ, puis vers 580 avant Jésus-Christ, y ont créé une forte cargaison d'esclaves dont la présence paraît fort embarrassante. Cheikh Anta Diop l'explique. C'est un double lien religieux et économique qui retient chaque individu dans sa caste, sauf en ce qui concerne l'esclave, qui n'étant pas indigène, appartient en réalité à une catégorie laïque traditionnelle. La société a été conçue sans tenir compte de son existence. Il y a été introduit de force, comme un intrus. On lui a fait une place, tant bien que mal, sans attacher à celle-ci une signification religieuse. Il est assujetti de force, ni plus ni moins pour des raisons économiques, matérielles. L'esclavage n'est pas institutionnalisé. Il apparaît comme un incident dans le champ social. Il n'est pas considéré comme le maillon dans la chaîne de production du travail. Cela justifie le fait que les avis soient partagés dans les sociétés africaines, spécifiquement religieuses, où la vie procède du sacré. Le juriste Olawale Elias souligne avec intérêt. En ce qui concerne les prisonniers de guerre, la pratique différait selon les communautés. Quelques-unes ne voulaient pas qu'un hasard de la guerre transforme un être humain en esclave et les captifs étaient immédiatement libérés avec la permission d'aller où ils le désiraient.
On peut donc mesurer la portée morale et symbolique de l'action politique africaine du point de vue de sa philosophie humaniste. Ailleurs, l'esclave apparaît comme une nouvelle catégorie de son insertion et son insertion pose problème. Cheikh Anta Diop déclare qu'en pays wolof, l'esclave forme le gros de l'infanterie militaire et bénéficie par ailleurs de traitements favorables. Parti pour former la classe révolutionnaire maltraitée, l'épisode de la guerre ne devient qu'un triste souvenir. Ce sont les esclaves du roi qui forment le gros de sa force militaire, et qui, par conséquent, vont voir leurs conditions extrêmement améliorées. Ils ne sont plus esclaves que de nom. Les griefs qu'ils portent au cœur se sont émoussés à la suite des faveurs dont ils sont comblés. Ils ont une part du butin après les expéditions. Sous la protection du roi, pendant les périodes de troubles sociaux, ils peuvent même se livrer à des pillages plus ou moins discrets à l'intérieur du territoire national contre les paysans pauvres, les badolos. Mais jamais contre les artisans qui ont toujours la possibilité de se faire restituer leurs biens confisqués. Il y a mieux, l'esclave accède à des niveaux de responsabilité et peut même faire partie du gouvernement. Tel semble être le cas dans la monarchie de Cayor, Sénégal. Les esclaves sont commandés par un des leurs, le général d'infanterie, un pseudo-prince, dans la mesure où il peut régner sur un fief habité par les hommes libres. La société admet donc qu'un esclave reçoive une promotion au point d'avoir autorité sur les hommes libres. En Occident, seule une révolution politique de type plébéienne peut conduire à de tels renversements de conditions sociales. On peut se dire à quel point une telle marque de confiance à l'endroit du vaincu peut étonner. L'ennemi d'hier est le général d'aujourd'hui. Tel a été le cas du généralissime d'armée Jarraf Bunt Keur, représentant des esclaves au gouvernement et honoré par ses potentialités reconnues et tout à la fois craintes. Sa force, sa puissance sont tellement réelles que le jour où il trahira, s'en sera fait du royaume de Cayor. En pays Mossi, la Constitution va plus loin. La troisième personnalité du régime après le Moro-Naba, empereur, et le Togo-Naba, Premier ministre, est le Rassam Naba, ou Bingo Naba. Il sort de la famille des esclaves et a en charge les finances, le trésor, les objets précieux. Tout ceci ne peut être le fait d'un simple hasard, si l'on se souvient que dans la Bible, Joseph, vendu par ses frères, se retrouve être le principal collaborateur du pharaon, à qui il va par ailleurs demander d'accorder à ses frères le droit de séjour en terre égyptienne. Leurs descendants constitueront la grande famille des Hébreux. Joseph doit avoir eu conscience de la condition sans doute enviable des étrangers et des esclaves. Il semble aussi que les minorités blanches qui vivaient au Ghana, dans cet empire composite du Moyen Âge africain, ne subissaient aucune discrimination raciale. Elles pratiquaient aussi l'esclavage, ce qui laisse supposer un traitement équivalent à celui des hommes libres. Toutes les minorités blanches qui vivaient en Afrique pouvaient posséder des esclaves noirs, mais esclaves et maîtres blancs étaient également les sujets d'un empereur noir. Ils étaient tous soumis au même pouvoir politique africain. Dans l'ensemble des témoignages dont nous possédons les certitudes d'une réelle objectivité des auteurs, il apparaît que les mauvais traitements de départ ont cédé le pas à une meilleure considération de l'esclave. Seules les capacités et le caractère de celui-ci ont accéléré, selon le cas, son assimilation comme membre à part entière du foyer du maître. Ils étaient, pour ainsi dire, adoptés et devenaient au bout d'un certain temps des chefs de famille. À l'occasion, ils bénéficiaient de lopins de terre pour leurs exploitations personnelles et obtenaient par la suite un statut social enviable.
s'il faisait preuve de caractère et de capacités naturelles appréciables. Nulle part, le maître n'avait le droit de tuer un esclave innocent, bien que parfois le maître abusât de son pouvoir. Les esclaves pour dette, système de gage, diffèrent des esclaves de guerre. Ils doivent effectuer, au profit de leurs créanciers, un certain nombre de services pour compenser les dettes contractées. Dans certains cas, la libération était obtenue par le rachat de la dette par un parent ou un ami. En dehors de l'esclave du roi, devenu par la force des choses associé au gouvernement ou à l'infanterie, il y a l'esclave de la maison ou de la mère, captif de celle-ci car acheté au marché, à moins qu'il provienne d'un héritage ou d'un don. Celui-ci est intégré à la famille et respecté. Dans tous les cas de figure observés, le terme esclave recouvre en Afrique et en Europe des réalités différentes. Le défaut de terme nous oblige à utiliser celui-là, même que convoitent toutes les confusions enregistrées par la littérature. De fait, c'est au contact de l'Europe que le sort des esclaves africains a subitement empiré, car l'occasion s'offrait de les vendre à des gens qui les exportaient avec tout le cortège des malheurs connus qui entouraient ces voyages forcés. S'il a existé un type d'esclave en Afrique, c'est bien celui que nous avons décrit. La contribution de l'Afrique à l'esclavage de type occidental procède de la logique précapitaliste du marché, du modèle marchand, instauré avec l'islamisation des mœurs. Dans ce commerce honteux, la responsabilité de certains chefs traditionnels africains n'est pas des moindres. En somme, l'esclave africain est davantage un captif attaché à quelqu'un, mais un tel attachement est valorisant.